Bonjour, Marilyn Kegler, j'ai le son, je vous vois tous, mais je n'ai pas d'image. Bonjour. Je crois que Laure a pris l'appel de l'intervenant qui est un petit peu retardé. Elle va revenir, hein. En tout cas, on vous entend Ça y est, très bien. Ah, mais ça y est, on vous voit. j'ai de l'image. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, je pense que tu avais commencé à faire un petit tour, Laetitia. Non, je répondais juste, ça va. J'ai pas fait le tour d'écran, pas encore, non. Alors, on va pas faire un tour d'écran complet car nous sommes nombreux et c'est une excellente surprise puisque nous sommes 20 au moment où nous parlons. Donc, merci déjà de vous être connectés pour cet intérêt. Donc, l'objectif, c'est de tenir donc ces 7 heures d'échange. C'est la première édition d'un cycle que Richard, nous viens me voir. espérons long. Voilà. N'hésitez pas à couper vos micros. Je vais le faire Ouh. également. Oui. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à couper votre son et comme ça, voilà, vous ne serez entendu que lorsque vous le souhaiterez. Donc, je vous présente aujourd'hui nos intervenants. Nous avons donc Arnaud Pelletier qui est en train de se connecter et donc qui nous fera un petit coucou quand il sera en ligne. Et je vais commencer, alors honneur aux dames, par Aurélie. Je vais te laisser dire peut-être un petit mot, puis après je passerai la parole au suivant. Bonjour, je suis Aurélie Chauffier, je suis secrétaire générale pour Derrière le Hublot, scène conventionnée d'intérêt national art en territoire, et je travaille sur le projet Fenêtre sur le paysage. Merci beaucoup Aurélie. Je vais passer donc la parole ensuite au père Gauthier Mornas. Bonjour, je suis Gauthier Mornas, je suis prêtre du diocèse de Périgueux et Sarlat et je suis détaché au siège de l'Église à Paris, à la Conférence des évêques de France, pour coordonner l'événement La Nuit des Églises. Merci beaucoup. Je ne vois pas encore Arnaud Pelletier, donc je vais passer la parole à Laetitia Marin, que vous connaissez tous, bien sûr. Bonjour à tous. Oui, je pense qu'on se connaît pour la plupart. Donc, moi, je suis Laetitia. Je suis en charge de la communication pour l'agence, des réseaux sociaux et donc de l'agenda culturel et des newsletters en particulier, la saison culturelle qui va être l'objet de discussion du jour. Donc, merci beaucoup, Laetitia. Et caché dans la liste de ceux qui sont connectés, et je pense que vous le connaissez tous et toutes également, Sébastien Plénary, si vous pouvez ouvrir 2 secondes votre caméra, votre micro pour faire un petit coucou. Bonjour, Sébastien Pénary, agence des chemins de Compostelle, plus spécialement en charge de l'animation du réseau des acteurs sur le bien chemin de Compostelle patrimoine mondial et puis accessoirement sur le développement culturel et les connaissances scientifiques autour des chemins de Compostelle. Parfait. Eh bien, je vous remercie. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Aurélie. Le thème de ce premier petit déjeuner, je le rappelle, c'est développer un événementiel et des événements culturels autour des chemins. Et je pense que l'expérience menée par Derrière le Hublot sur Fenêtre sur le paysage l'incarne parfaitement. Aurélie, c'est à toi. Oui, donc bonjour à tous et à toutes, rebonjour, merci, merci aussi à l'agence avec laquelle nous sommes très partenaires sur le projet Fenêtre sur le paysage de nous inviter à ce premier petit déjeuner. Donc, avant de commencer, peut-être je vais faire une présentation en contexte, un petit rappel en contexte de ce qu'est Fenêtre sur le paysage, qu'on comprenne bien d'où je parle et à quel endroit je me situe. Donc, Fenêtre sur le paysage est un parcours artistique sur le chemin de Compostelle, sur le GR 65 plus précisément, qui se développe
Andilly, donc qui est une commune à côté de Genève, et La Romieux, donc sur 851 km de linéaire à ce jour, avec autour de trois axes majeurs qui sont le développement d'une collection d'œuvres d'art refuge. On entend là par œuvre d'art refuge donc véritablement la possibilité pour des marcheurs et des marcheuses de vivre une expérience immersive en pleine nature dans des œuvres d'art qui ont une vocation de refuge, c'est-à-dire que ce sont des abris sans eau ni électricité. Et tout ceci pour permettre à des marcheurs, à des marcheuses, mais aussi à des habitantes et habitants d'un territoire de vivre une expérience en pleine nature, d'immersion en pleine nuit. Donc, ce sont des œuvres qui sont pérennes et autour desquelles nous travaillons d'autres collections. Donc, une collection d'œuvres d'art semi-pérennes qui est là pour un certain temps dans les territoires. Une collection donc, de nichoirs à champs est en place en Occitanie à ce jour, dans 7 communes d'Occitanie. Et une collection Miracle est en train de se développer plutôt du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes et elle va venir progressivement en Occitanie. C'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est qu'entre chaque grosse étape de marche avec une œuvre d'art refuge, les marcheurs puissent aussi croiser une œuvre temporaire et ainsi continuer le chemin dans la découverte de collections. Et la dernière partie qui concerne le sujet du jour, c'est le développement d'un événementiel d'envergure sur le chemin. Alors, il se développe aujourd'hui autour de deux choses assez fortes. Un événementiel au moment où le territoire accueille une œuvre d'art refuge, qui est un événementiel de grande ampleur, qui a été accompagné par une lune qui est de la compagnie Luc Géram. Donc, c'est une lune qu'on installe pendant 3 jours et 3 nuits dans un territoire et qui fait événement par sa présence assez étonnante en fait dans le territoire. Et ça peut être aussi un travail avec la compagnie Carabosse, avec une grosse installation de feu dans un village qui dans son principe même d'action, réunit les gens aussi autour de ce spectacle-là. On a aussi fait intervenir la compagnie La Machine l'année dernière encore avec une retraite au flambeau, puis derrière un spectacle de feu type feu d'artifice, mais comme c'est les fers, la machine. Donc des événementiels qui ont réuni jusqu'à 15 000 personnes à Figeac sur 3 jours et 3 nuits. Je vois que Martha Louis est là également et je la salue. Donc, elle pourra témoigner aussi de l'arrivée de cette lune ou de ces planètes dans Figeac. Et puis, sur d'autres territoires, on est plutôt autour de 2000 personnes en moyenne. Et parallèlement à tout ça, il y a un autre type d'événementiel qu'on développe qui s'appelle Travers, qui est un temps fort sur le GR65, un temps fort durant lequel on propose aux habitants du territoire, donc dans le Grand Figeac, dans l'Aveyron, en Lozère aussi, puisqu'il y a un événement avec la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole, qui est un événement qui regroupe cette année une exposition, Fenêtre sur le paysage, qui regroupe des inaugurations d'œuvres d'art refuge, qui va regrouper des spectacles sur le GR65 à Felzin, sur cette commune-là où on invite des marcheurs à venir nous rejoindre pour vivre des spectacles en pleine nature, dans les paysages. Et on va aussi aller faire une balade entre Féissel et Béduet, autour de 4 kilomètres. La plupart des propositions qu'on fait sont gratuites, certaines autres sont payantes, mais toujours dans un
prix abordable pour les personnes qui veulent vivre une expérience sur une journée. On travaille entre spectacles, randonnées, œuvres, installations sur le GR 65. Tout ceci avec une couverture assez large sur le plan national, puisque on a une couverture presse qui nous permet aussi d'assurer un écho assez important avec tous les ans un intérêt de la presse nationale sur ce projet Fenêtre sur le paysage, aussi bien sur les œuvres que sur ce qui se passe en fait dans les territoires et avec les habitants d'un territoire. J'ai essayé de tenir dans les 10 minutes, mais je suis ouverte à toutes les questions que vous voudrez me poser. Je peux vous montrer quelques images, si vous voulez, de ce que peut être le parcours dont je vous parle, physique. Et puis après, on peut revenir sur vos questions. Je ne sais pas si je peux Oui, oui, tu peux partager mon partager. écran. J'ai autorisé le partage, donc normalement c'est tout Eh bon. bien, parfait, merci Laure. Donc voilà le linéaire dont je parle, hein, qui est le linéaire entre Genève et La Romieux, avec sur le GR 65, avec les trois axes dont je vous parlais, collection d'œuvres d'art refuge, les œuvres semi-pérennes et les rendez-vous événementiels. Et ce qui a pu donner... Ah, j'ai un problème de diaporama. Voilà. Et qui ne veut pas circuler. Non, Voilà. c'est bon, Et c'est donc, bon. voilà les œuvres dont on se parle et autour desquelles les actions prennent un appui, puisque l'idée, c'est bien dans nos actions et autour de cet événementiel du chemin concret, d'avoir une expérience ou autour d'une œuvre d'art refuge, ou entre deux œuvres d'art refuge, ou sur une portion du chemin sur lequel les marcheurs, les marcheuses les habitants et les habitantes du territoire peuvent se retrouver. Nous, on a beaucoup de populations locales aujourd'hui sur chacun des territoires, que ce soit dans le Grand Figeac, que ce soit sur la communauté de communes Comtal-Lotte-Truyère, donc plutôt au nord de l'Aveyron, du côté de Golignac, où on est ici avec une œuvre d'art refuge, et de Bessuet-Joule, qui sera un prochain lieu aussi pour une nouvelle œuvre d'art refuge, donc toujours en communauté de communes Comtal, Lot et Truyère. Euh, voilà un petit peu le panorama physique des œuvres. C'est parfait, maîtrise du temps impeccable. Merci beaucoup pour cette rapide, trop rapide bien sûr, présentation, mais l'idée ici, c'est de vous donner des pistes, des idées, des contacts pour développer de l'événementiel. Donc, je le dis, l'ensemble des intervenants nous ferons le lien avec l'ensemble des intervenants de cette séquence. Si vous souhaitez être mis en contact, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à accueil@chemin-du-6 compostelle.com et nous vous mettrons bien évidemment en lien avec les différents intervenants. Merci beaucoup. Je vois que dans le chat, on a apprécié cette intervention. Je ne vois pas de questions pour le moment. Ah, si, j'en ai une. Qu'est-ce que sont les nichoirs à champs? Ah, c'est une bonne question, ça, Aurélie. Alors, les nichoirs à champs, ce sont des installations qu'on a faites autour d'une collecte qui s'est faite sur 7 villages d'Occitanie. Alors, je vais vous donner les villages. Il y a eu Nasbinal, et le territoire donc, de Nasbinal, d'Espérac, de Firmy, Varères, Durfort-la-Capelette, Castet-Arouille et il m'en manque un, Montredon.
Et donc, dans ces villages, une compagnie est venue et a collecté des langues et des chants du chemin, sachant que le chemin est vraiment international. Et donc, l'idée, c'était de créer des expériences entre les marcheurs, randonneurs, pèlerins, et une expérience et une rencontre, et les habitants. Donc, la compagnie a collecté ces chants et ces langues du chemin et sur chacun de ces 7 lieux a installé un instrument de musique qui ressemble à un pavillon. Enfin, voilà, donc c'est pas un instrument de musique, mais ça pourrait ressembler à un instrument de musique. Il est installé sur des arbres, il est fixé sur des ponts, et ce qui fait que quand le marcheur chemine, il peut croiser ces nichoirs comme des nichoirs à oiseaux, mais ce sont des nichoirs à chants. Et on l'invite à tourner une manivelle et à écouter en fait les chants et langues du chemin qui se sont collectés enfin qui ont été collectés pendant un mois à peu près de temps de résidence de cette compagnie dans le territoire. Donc non seulement il y a une rencontre avec les habitants et une effervescence en fait pendant le temps où la compagnie a pu être là, et derrière un objet est là en place pendant 3 ans. Sur le chemin. Alors, on a eu des défaillances dans le système puisque ce que j'ai pas pu préciser, c'est que ce sont des objets c'est vertueux dans leur façon donc sans électricité là non plus. Donc il a fallu trouver le système qui permettait une diffusion de la musique. Et ça a été compliqué la première année, mais ça y est, on arrive au bout et on est en train de finir de réparer les nichoirs qui ne fonctionnaient pas. Donc ils vont très bientôt tous refonctionner pour les 2 prochaines années, voire les 3 prochaines années. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas donc à indiquer vos questions dans le chat. Je les note toutes. Et donc, s'il y en a d'autres qui viennent, qui vous viennent pendant la suite, nous les poserons en fin de séance. Merci Aurélie. Et maintenant, je vais passer donc Merci au à père vous. Gauthier Mornas qui va nous parler de la nuit des églises. Merci Laure, bonjour à toutes et à tous, avec une petite mention particulière pour le périgourdin du groupe. J'ai vu passer Cadouin quelque part, donc j'imagine que c'est une ambassadrice du Périgord. Voilà. Comme je suis chauvin, je le souligne toujours en passant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me suis présenté, je suis toujours du Périgord. Et donc, je suis détaché à Paris depuis quelques années pour m'occuper des questions de patrimoine religieux au siège de l'Église de France, à la Conférence des évêques de France. Et je viens en particulier ce matin à l'invitation de Laure évoquer avec vous la Nuit des Églises, qui est un événement qui existe depuis 2011 et qui est proposé à toutes les églises du pays. Alors, je vais commencer très simplement par vous délivrer quelques datas, quelques données, d'une part parce que ça fait sérieux, et puis d'autre part parce que c'est important de connaître ces chiffres-là. On dit que la France est riche d'un patrimoine religieux qui est composé d'à peu près 100 000 édifices. Alors, quand on dit 100 000, on le dit rapidement, hein, c'est édifices religieux de tout style, de toute époque, de toute religion, de tout culte et de tout propriétaire. Sur ces 100 000, qu'on accepte globalement aujourd'hui, c'est de dire que vous avez globalement la moitié, un peu moins de la moitié, 45 000 églises qui sont affectées au culte paroissial catholique. Sur ces 45 000, vous en avez 42 500 qui appartiennent aux communes. Vous en avez un peu moins de 100 qui sont les cathédrales qui appartiennent à l'État. Et vous avez à peu près 2000 églises qui ont été construites par l'Église après la loi de séparation des églises de l'État en 1905 et qui aujourd'hui sont encore disponible pour le culte. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que c'est ce patrimoine-là, en 2011, que l'Église s'est dit qu'on pouvait essayer de mettre un peu plus en valeur par-delà le culte. Même si toutes ces églises sont encore utilisées aujourd'hui, alors peut-être moins, bien évidemment, en zone rurale pour le culte dominical, mais toujours pour les mariages, les obsèques et les baptêmes. Ces églises, de tout temps, elles ont accueilli des manifestations autres que le culte. Des manifestations culturelles, bien évidemment, mais aussi des manifestations sociales, des manifestations caritatives, des manifestations de solidarité et ainsi de suite. Et donc la Conférence des évêques, avec ses premiers partenaires historiques,
a eu cette intuition forte qu'il était nécessaire d'ouvrir les églises du pays à tous et de mettre en valeur ce patrimoine commun exceptionnel, dont juste pour l'anecdote, on sait qu'il est le deuxième le plus riche au monde après l'Italie et qu'il est pour une bonne part aussi source d'attrait touristique pour notre pays, pour tous les touristes du monde entier. Euh, Fort de cette conviction, donc la Nuit des Églises, depuis 2011, et donc 13 éditions à son actif, s'implante de plus en plus dans le pays. Sachez que depuis 13 ans, on a déjà plus de 3000 églises en France qui ont participé à l'opération et plus de 7500 événements qui ont été organisés. L'idée, c'est très simple, c'est de faire que les églises du pays s'ouvrent le temps d'une nuit estivale, au sens propre comme au sens figuré, s'ouvrent à une expérience artistique ou culturelle. Je dis estivale parce que chaque année, la Nuit des Églises s'organise juste après la fête de la musique. Donc, généralement, on commence le 22 juin ou le 23 juin et s'achève, puisque la durée est un petit peu longue pour permettre à tous de pouvoir trouver le créneau favorable, et s'achève avant la fête nationale, le 14 juillet. Pour vous donner une information plus complète, cette année, c'était donc la 13e édition. La Nuit des Églises a eu lieu du 22 juin au 3 juillet. Je ne vous donne pas tout de suite les dates de la 14e édition qui aura lieu en 2025, mais vous avez déjà les indices nécessaires pour comprendre que c'est globalement après la fête de la musique et ça se termine globalement la fin de la première semaine de juillet. Chaque année, c'est le rôle du département national d'art sacré que d'aider l'organisation locale de la Nuit des Églises. On propose donc le cadre d'une date, enfin, de dates assez larges. On propose la suggestion d'un thème, puisqu'on s'est rendu compte avec les années que beaucoup d'organisateurs peinaient à se renouveler d'année en année et que donc la possibilité d'avoir un thème comme support à l'organisation, mais finalement, ça aidait bien les organisateurs locaux. On propose également le parrainage médiatique d'une personnalité ou d'un collectif de personnalités. Et puis, on propose aussi tous les outils de communication qui permettent localement euh, de faire rayonner son événement. Alors, pour évoquer l'édition 2024 qui s'est achevée il y a 2 mois maintenant, c'était donc la 13e édition. On avait un thème très particulier qui était la célébration de la création artistique dans les églises du pays, puisque ce que l'on a réalisé depuis plusieurs années maintenant avec un partenaire historique qui s'appelle la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, qui est le principal mécène des églises du pays, c'est que si on cumulait toutes les œuvres d'art contenues dans toutes les chapelles, églises et cathédrales de France, on avait le premier musée du pays, sachant que dans les églises de France, vous avez plus d'œuvres d'art cumulées que dans le musée du Louvre, qui est lui-même le premier musée du pays. Et donc, on s'est dit que mettre en valeur ce patrimoine artistique, même modeste, dans une toute petite chapelle de hameau le plus reculé, c'était véritablement l'occasion, finalement, de célébrer au plus près de chez soi l'accès le plus immédiat et gratuit qu'on peut avoir à la culture. C'était un de mes combats pendant les confinements successifs, de faire que les églises du pays restent ouvertes, alors certes pour le culte, mais indépendamment du culte, aussi parce qu'au plus près de chez soi, les églises sont le premier lieu d'accès à la culture pour la plupart de nos concitoyens. Et donc, on a mis en avant cette thématique qui permettait donc de mieux faire connaître ce que l'on a comme patrimoine artistique et culturel dans nos églises, passant de l'architecture, bien évidemment, qui est en soi quelque chose de très important, mais en allant aussi jusqu'aux vitraux, jusqu'à la peinture, jusqu'à la statuaire, jusqu'au mobilier, jusqu'à l'orfèvrerie religieuse et liturgique, jusqu'aux vêtements, à la passementerie, et ainsi de suite. Cette année, nous avons eu un peu plus de 800 soirées qui ont été organisées. Je dis un peu plus parce que finalement, on se rend compte chaque année que la Nuit des Églises, c'est un peu comme le Festival d'Avignon, c'est-à-dire qu'il y a la programmation officielle, il y a tous ceux qui jouent le jeu, qui s'inscrivent sur l'agenda officiel, sur Open Agenda, et puis il y a tous ceux qui, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils sont perdus, ne s'inscrivent pas et organisent leur événement un petit peu en parallèle, comme il y a le off au Festival d'Avignon. Voilà. Donc c'est un peu plus de 800 et on estime que chaque année, on a à peu près 1000 nuits des églises qui sont organisées. On a eu la chance cette année de pouvoir compter sur un parrainage prestigieux qui est celui de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Cette académie, qui est la petite sœur de l'Académie française, ça fait plus de 3 siècles qu'elle existe. Et sa mission, c'est d'encourager et de soutenir la création artistique dans le pays.
Et unanimement, les 63 académiciens ont accepté de parrainer la 13e édition de la Nuit des Églises et ont eux-mêmes organisé un bel événement sous la coupole à Paris avec 200 enfants qui s'étaient déplacés depuis la Normandie et depuis la banlieue pour découvrir le patrimoine religieux contemporain de Paris à l'occasion d'une journée de lancement qu'on avait organisée pour eux, pour ces enfants à Paris au mois de mai. Voilà globalement l'historique de la Nuit des Églises depuis 2011 maintenant, sachant qu'on est très heureux aussi depuis 2024 de compter sur un 13e partenaire, qui est donc l'Agence française des chemins de Compostelle. Je dis 13e partenaire parce qu'effectivement, depuis 2011, on engrange chaque année des partenariats nouveaux qui nous permettent à la fois de mieux faire connaître la Nuit des Églises, mais aussi, dans la mesure du possible, d'honorer nos partenaires. Les trois premiers, pour nous, étaient évidents. C'était la Fondation du patrimoine et la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, qui sont tous les deux conjointement les deux plus grands mécènes du patrimoine religieux dans notre pays. Et puis, celui qui est arrivé immédiatement derrière, c'est le groupe Bayard, avec son titre Le Pèlerin, puisque Le Pèlerin, depuis 33 ans maintenant, anime le Grand Prix Pèlerin du patrimoine, que l'on connaît pas mal dans les territoires, puisque c'est aussi une très belle récompense pour tous les chantiers d'amélioration, de mise en valeur du patrimoine religieux dans notre pays. Et donc voilà que l'Agence française des chemins de Compostelle nous a rejoints cette année. On est très heureux pour nous permettre aussi d'accéder à son réseau, de faire connaître la Nuit des Églises et faire qu'entre patrimoine compostellan, Nuit des Églises, on arrive finalement tous à se retrouver autour de cette richesse que l'on a en commun. Qu'est-ce que je peux vous dire de l'édition 2025? Alors, vous avez compris, je ne vous donnais pas les dates, euh, mais grosso modo, vous les avez quand même. Après la fête de la musique, avant la fête nationale. Euh, Là, je vous fais vraiment un cadeau, je vous donne le thème, alors que nos partenaires ne sont même pas au courant. Voilà, je vous partage bien volontiers la suggestion de thème que l'on va faire aux organisateurs de cette année. L'intitulé exact sera Quand les églises de France font leur cinéma. Ce que l'on a Ah oui, ça, réalisé, ils en font. ce que l'on a réalisé cette année, euh, au travers d'un petit sondage qu'on a réalisé auprès de certains partenaires, c'est qu'on avait beaucoup d'églises du pays qui avaient participé de près ou de loin à un tournage de fiction. Quand je dis tournage de Alors, nous avons un fiction, ce n'est petit... pas Ah, nécessairement un énorme parfait. blockbuster avec lycéens et d'étudiants. Il y a beaucoup de classes de lycéens et d'étudiants qui avaient une connexion Internet instable. Excusez-moi. Euh, euh, il y a beaucoup d'étudiants, de lycéens qui utilisent les églises pour tourner des films scolaires, des films d'études. Et puis, on a aussi beaucoup de téléfilms qui sont tournés dans les églises du pays. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être de l'utilisation du patrimoine religieux avec cette thématique pour 2025. Et donc, l'idée pour nous est assez simple. C'est d'abord de recenser toutes les églises du pays qui ont accueilli un jour un tournage de film. Dans la mesure du possible, faire que ce film soit de nouveau diffusé, soit dans l'église, soit sur le mur extérieur de l'église à la nuit tombée. Et puis pour toutes les églises qui n'ont pas accueilli un tournage de film, c'est quand même la majorité des églises du pays, avec deux ou trois partenaires des sociétés de production de films, proposer, ou même une chaîne de télévision, proposer la diffusion de films à partir d'un catalogue qui serait mis à notre disposition le temps de la 14e édition de la Nuit des Églises. Alors, pour soutenir cette opération en 2025, on a aussi une marraine prestigieuse. C'est l'actrice Clotilde Courreau qui a accepté de soutenir cette opération et qui nous a promis aussi qu'elle participerait à quelques nuits des églises un peu partout en France. Donc voilà, ça peut être la possibilité aussi d'accueillir un événement dans son village avec cette actrice fort sympathique. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore pour tenir la Ah, montre bah, qui est oh, c'est pas mal. Là, je pas mal, ok. dirais, je Alors, vais inviter peut-être une question, si quelqu'un a une question à vous poser. Alors, je peux juste effectivement préciser avant de répondre éventuellement aux questions, pour vous dire, peut-être en anticipant une question qui pourrait m'être posée, en vous disant que depuis 2 ans maintenant, nous avons la moitié des organisateurs de la Nuit des Églises qui sont des organisateurs laïcs, et l'autre moitié qui sont des organisateurs d'églises.
C'est une mutation qu'on a vu opérer depuis plusieurs années maintenant et qui, moi, personnellement, me réjouit et qui me fait réaliser finalement qu'on a une conscience aujourd'hui de plus en plus vive que ce patrimoine religieux, il appartient de chacun. Je vous le disais tout à l'heure, globalement, aujourd'hui, les églises du pays qui sont affectées au culte appartiennent aux communes depuis la loi de séparation des églises et de l'État, et elles sont affectées au culte catholique. Voilà. Mais généralement, enfin, dans la plupart des cas, ça se passe globalement très très bien, avec de très bons rapports entre la commune propriétaire et le curé affectataire. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux de voir que pour moitié, les organisateurs de Nuit des Églises sont soit des communes, soit des offices de tourisme, soit des syndicats d'initiative, soit des associations locales de valorisation du patrimoine, et pour moitié des institutions d'église, c'est-à-dire soit des paroisses, soit des curés en direct, soit des chorales paroissiales, euh, soit des commissions de Cézanne d'art sacré, chacun ayant conscience que, je le redis, ce patrimoine, il appartient à tous et qu'il est au service du bien commun. Donc ça, j'en suis très heureux. Et c'est vraiment l'occasion, peut-être pour moi aussi, de vous inviter, en tant que représentant d'institutions laïques, de vous dire que vous aussi, vous pouvez, alors, bien évidemment, toujours avec l'accord du propriétaire qui est la commune et toujours avec l'accord de l'affectataire qui est le curé, proposer l'organisation d'une nuit des églises dans votre territoire. C'est généralement, dans 99,99% des cas, très, très bien accueilli. Peut-être une dernière information avant de répondre à vos questions. Je Alors, vois que... juste une petite précision. Est-ce que vous pouvez répéter le thème Ah, 2025? quand les églises de France font leur cinéma. Merci. Voilà. Et vous dire également qu'il y a une extrême diversité de ce que l'on peut organiser dans le cadre de la Nuit des Églises. Alors, Laure le verra bientôt dans le petit bilan que je vais adresser à nos partenaires. Majoritairement, là aussi, sans trahir de grands secrets, majoritairement, ce qui truste le haut du pavé, c'est le concert. Voilà. C'est ce qu'on sait bien faire comme proposition culturelle dans les églises du pays. Partant du principe qu'il y a une très belle acoustique. Voilà, le plus gros de l'organisation et de l'offre culturelle qui est faite dans le cadre de la Nuit des Églises, c'est des concerts. Mais au-delà des concerts, il y a également des représentations théâtrales, il y a des déambulations nocturnes, il y a des visites à la torche. Euh, on a eu cette année 3 escape games qui ont été organisés à destination de la jeunesse. Alors ça a eu un énorme succès. Ça a fait grincer quelques dents sur quelques réseaux sociaux très typés, très marqués, mais c'est pas grave. On a été très heureux de cette publicité qui a été faite malgré tout pour la Nuit des Églises. On a eu également des déclamations de grands textes de la littérature mondiale. Je vous donne juste un tout petit exemple parce que c'est quelque chose qu'on avait vu. Dernier. Un Dernier. dernier, bon, un dernier, c'est qu'en fait, il y a 2 ans maintenant, j'étais encore curé en Périgord à mi-temps. Et j'ai un paroissien qui m'a repassé les sermons du curé de Cucugnan avec Sardou en chair à prêcher. Voilà. Vous voyez la scène, j'imagine, dans ce film d'anthologie. Et je me suis dit que c'était dommage que dans un des clochers de ma paroisse en Périgord, on avait une très belle chaire à prêcher du XIIIe siècle en pierre calcaire et que bah, par définition, quand je célébrais la messe, je n'utilisais pas cette chaire à prêcher, mais que j'ai trouvé magnifique et je me dis comment est-ce qu'on peut la valoriser et comment est-ce qu'on peut encore la regarder aujourd'hui avec un œil neuf, cette chaire à prêcher. Et je me suis dit, mais si je demandais à un comédien de venir déclamer, de venir réciter les sermons du curé de Cucugnan dans cette chaire à prêcher. Eh bien, écoutez, dans cette petite commune de 850 habitants, on a eu 350 participants pour cette nuit des églises qui sont venus écouter les sermons du curé de Pupignan. Et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'on a terminé par la suite avec un pot de l'amitié, puisque je crois qu'on ne sait pas faire autrement en France que terminer avec un verre de l'amitié. Donc voilà. Donc, ben, écoutez, moi j'ai ma tasse de café, et puis je termine avec la... Merci beaucoup. Alors, j'ai toujours le rôle un peu ingrat de tenir le timing. Il y a une question sur effectivement, y aura-t-il un appel à projet? Oui, il y aura un appel à projet et qu'on relaiera au sein de l'agence à tout notre réseau comme on l'a fait en 2024. Et je laisserai ensuite Laetitia vous expliquer comment ça peut s'intégrer dans la saison culturelle des chemins. Mais je laisse tout d'abord la parole à Arnaud Pelletier qui a pu se connecter parce que vivre à la campagne, parfois, ça rend les expériences un peu complexes en matière de connexion. Merci en tout cas d'avoir fait l'effort de vous connecter. Et je vous laisse la parole pour 10 minutes. Très bien. Alors, on m'entend? Ça va? Parfait. Je-
Merveilleux, quelle joie. Je mets tout de suite le chronomètre. Oui, c'était un petit peu un pèlerinage pour me connecter ce matin. J'ai parcouru toute la forêt à la recherche d'une 4G parce que rien ne fonctionnait. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va très très bien. Merci alors pour cette belle invitation et puis merci, je viens d'écouter des choses assez merveilleuses là sur la nuit des églises. Donc moi je m'appelle Arnaud Pelletier, on m'appelle l'acteur pèlerin parce que je fais des spectacles sur le chemin de Saint-Jacques depuis de nombreuses années. Donc ça a commencé, en fait, j'avais mon premier seul en scène, c'était Le Petit Prince. Moi je faisais surtout de la mise en scène à l'époque et après un de mes premiers spectacles, un enfant, je passais dans les classes après une école, un enfant de 7 ans vient me voir et me dit, c'est très important ce que vous faites, monsieur. C'est très important de nos jours de rappeler à tout le monde que l'essentiel est invisible pour les yeux et qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Cet enfant avait 7 ans, moi c'était un boulet de canon, un boulet d'amour dans ma vie, et c'est cet enfant de 7 ans qui m'a fait comprendre ma vocation, que j'étais fait pour ça. Et donc quand je suis rentré en France, moi j'adore le pèlerinage, et donc j'ai pris mon sac à dos de pèlerin, mes chaussures de rando, et je suis parti sur le chemin de Saint-Jacques pour, à la base, c'était roder mon spectacle. Il était nouveau, je voulais lui donner sa patine, et je me suis dit, bah, tiens, je vais croiser des pèlerins, des locaux, dans les gîtes, partout. Et c'est comme ça que je suis devenu acteur pèlerin, parce que du jour au lendemain, ma vie s'est transformée en conte de fées. C'est pas du tout la même chose d'être un acteur où on prend le métro, on a rendez-vous à telle heure, après au revoir tout le monde, on prend le métro, que faire 4 heures de marche, avoir le temps de sa méditation, de rencontrer des personnes et d'un seul coup d'offrir un spectacle au soir à l'étape. Et il s'est passé vraiment des miracles. Enfin, par exemple, un jour, je me souviens de ça, je me perds à l'époque, je n'avais pas de téléphone, pas de GPS, et je me perds, ça arrive, vous savez, des fois sur le chemin, on perd les traces. Et donc, je vois un bout de ferme, un bout de truc, je vois une baie vitrée, je frappe, et en fait, je tombe sur une énorme statue en porcelaine du Petit Prince. J'étais tombé chez la famille de Saint-Exupéry, et donc j'ai pu jouer le Petit Prince pour leur famille. Bref, donc voilà, donc je suis devenu acteur pèlerin. Et j'ai commencé à reproduire l'expérience de monter mes spectacles sur le chemin de Saint-Jacques. Donc en premier, c'était donc Le Petit Prince. Ensuite, j'ai monté un spectacle qui était une légende de Saint-Jacques, avec beaucoup d'hagiographie dedans, des contes de sagesse, il y avait la poésie mystique. Voilà, j'ai fait une énorme investigation vraiment sur toute la littérature qu'on avait aussi, nous, dans notre culture. Et là, j'ai porté sur les champs pendant 3 ans, sur la voie du Puy, sur la voie d'Arles. Donc ça, c'était une très très belle aventure. Et ce qui était très beau, ce que j'aime beaucoup dans le fait d'être acteur pèlerin, c'est que l'art, ça rassemble. Enfin voilà. Et d'un seul coup, moi j'étais pèlerin, donc je rencontrais des pèlerins en cours de route qui allaient venir au spectacle. Le soir, il y avait des locaux. Il y avait aussi des personnes qui étaient intéressées par un spectacle de conte ou quoi que ce soit. Et d'un seul coup, en fait, on avait tout un public complètement mélangé. Et c'était beau de voir ces rencontres, de voir des personnes qui peut-être dans un même petit village avaient fait le pèlerinage, mais ne savaient pas qu'un autre collègue ou que le boucher avait lui aussi fait le pèlerinage. Et d'un seul coup, les gens se rencontraient. Il y avait aussi cette chose assez merveilleuse de voir, ça témoignait pas mal du chemin aussi, dans le sens où, à l'époque, je faisais beaucoup monter des pèlerins sur scène à la fin du spectacle pour dire un petit mot de ce qu'ils étaient en train de traverser. Et c'était très émouvant ces moments-là. Et c'était un petit peu l'allégorie vivante de mon spectacle où je raconte un chemin intérieur. Et ça invitait aussi beaucoup de personnes, ça les décomplexait de voir quelqu'un qui avait peut-être 70 ans, bah, qui faisait le pèlerinage et qui a plein de personnes qui me disaient, mais moi je suis trop vieux, je suis trop vieille, je peux pas faire. Et d'avoir ces exemples-là, dans ce coup, après un spectacle, voilà, et il y avait vraiment des belles rencontres. Et mon nouveau spectacle, maintenant que je fais là depuis un an, en fait, voilà, j'étais sur la voie d'Arles au printemps avec. Ça s'appelle Les Messagers du chemin, donc j'appelle ça des contes vrais. Pour le coup, c'est des récits que j'ai glanés partout dans mes voyages sur la planète. C'est des récits de vie, voilà, des histoires que m'ont conté des personnes. Donc ça, c'est des moments aussi très, très émouvants. Donc voilà, ça fait pas mal d'années que je fais ça. Donc la journée, je marche et le soir, je fais mon spectacle à l'étape. Euh, voilà, donc ça va faire, je sais pas, plus de 3000 kilomètres maintenant, j'ai dû faire depuis que je fais ça. Et voilà un petit peu comment vous présenter la chose. Je travaille aussi maintenant, il y a des danseurs qui veulent travailler avec moi, donc je travaille aussi beaucoup, des fois justement dans les églises, avec aussi de la danse sur mes poèmes. Et ben voilà, un petit peu pour la présentation. Je sais pas s'il y a un petit peu des questions ou autre chose à... J'ai essayé d'être le plus concis possible, on m'a dit de faire court. Hop.
Pardon. Effectivement, c'était le deal, hein, c'était de vous permettre d'avoir un aperçu en 1 heure. Donc, c'est toujours à la fois trop peu, mais l'idée, c'est de vous donner envie. Je vais vous partager le site internet. C'est bien arnaudpelletier.net, je Ouais, ne me trompe pas. ouais, Donc, je vais le partager à tout le monde. Comme ça, ouais. effectivement, vous pourrez aller sur le site pour en savoir plus. Je vous ai également partagé le site de la Nuit des Églises. J'espère que c'est le bon Mhm. également, mais il me semble que oui. Et si tel n'était pas le cas, le père Mornas peut me corriger. On est en train de le refondre, mais pour l'instant, celui-ci convient pour la semaine. D'accord, parfait. Oui, alors sur le spectacle d'Arnaud Pelletier, voilà, pour avoir pu assister vraiment lors des assises de la Voix d'Art, là, à un moment suspendu, je dirais, où on a profité d'une très belle histoire de pèlerins. Ça a su créer une magie du chemin dans une salle où on était sur des problématiques de développement touristique, développement durable. Et voilà, et ça nous a rappelé cette forme de magie, de poésie du chemin. Donc, merci pour ça. Euh, Est-ce Merci. qu'il y a une question ou plusieurs sur cette belle expérience? Alors Euh, après, Sinon, oui, oui. je vais juste, ça me fait penser aussi, enfin, ça m'a rappelé, parce que là, du coup, ce que j'ai entendu sur les églises, et effectivement, moi, j'aime beaucoup aussi raconter, j'ai joué plusieurs fois, en fait, dans les églises, et quand on est sur le chemin, et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, d'un seul coup, un pèlerinage, c'est comme un espèce de lieu sacré ininterrompu, et qu'il y a des lieux de rencontre. Bien sûr, il y a les étapes, il y a le chemin, et puis il y a des lieux où on va investir d'une discussion de quelque chose. Et moi, je trouve ça assez merveilleux que ce chemin, en fait, il est rempli de lieux à investir. Et finalement, moi, je suis conteur, je suis comédien, mais un conteur, c'est quoi finalement? Il y a besoin de quoi? D'un public, d'un conteur et d'un conte. Et ça, c'est très simple à mettre en place. On peut même s'asseoir dans l'arbre, ça peut être sous un arbre. Très souvent, c'est un lieu historique. Et moi, j'aime énormément justement investir un lieu peut-être qui est un peu en train de dormir et d'un seul coup, lui redonner vie par la magie qu'on va vivre tous ensemble, justement sur l'art de s'émouvoir ensemble autour d'une histoire. Et pour moi, le chemin, c'est un grand cadeau. En fait, voilà, c'est vraiment un grand cadeau à ce niveau-là. C'est créer de la magie voilà, dans des lieux qui sont plutôt, en général, bah voilà, c'est un petit lieu quotidien. On passe, on s'arrête pas. Et d'un seul coup, il y a la magie qui est là. Il y a un moment qu'on va partager ensemble une histoire. Et voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Parce que l'art rassemble. Voilà. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, j'ai une question d'ailleurs de nos amis gersois. Comment ça Ouais. se passe pour la programmation? Ce sont les collectivités qui vous sollicitent? Alors, bah, il y a plein de modes différents. Et justement, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Parce que justement, je vais changer. En fait, là, tous les ans, j'étais un mois sur le pèlerinage. Ce qu'il faut savoir, c'est que organiser un mois de spectacle tous les soirs avec les collectivités, c'est un travail en amont énorme. Et justement, je voulais un petit peu changer. Et cette année, alors, je prévois une marche parce qu'en fait, il se fait que depuis que je suis acteur pèlerin, tous ceux qui sont des artistes itinérants me contactent. À chaque fois, ils m'appellent avant d'y aller. Ouais, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu as des conseils, tout ça? Et donc, je commence à avoir un petit réseau d'artistes qui aiment bien être soit sur le chemin de Saint-Jacques, soit en itinérance. Et j'ai un peu envie là de tous les inviter pendant une semaine, 10 jours et qu'on se fasse avec, je sais pas, 10, 15 artistes, avec des danseurs, des musiciens, des poètes, des conteurs, une petite aventure sur le chemin. Et là, j'ai plutôt maintenant envie d'aller témoigner parce que voilà, j'ai écrit un livre qui raconte un petit peu toutes ces aventures. J'ai plusieurs spectacles en main. J'ai été un petit peu, maintenant, on travaille de plus en plus ensemble aussi avec l'agence. Donc, je suis un peu, on va dire, estampillé, l'acteur pèlerin. Voilà, c'est un peu moi l'acteur du chemin. Et j'ai plutôt envie d'aller investir des lieux où d'un seul coup, il y a un endroit où, tiens, on va faire une fête par rapport à Saint-Jacques, par rapport au chemin, par rapport voilà, au lieu historique qui se trouve chez nous. J'ai plutôt maintenant envie d'aller dans d'autres lieux d'un seul coup, parce que en fait, des fois, moi, j'arrivais, c'est très simple, hein, j'appelle une toute petite collectivité du chemin de 1300 habitants et je dis, voilà, j'arrive mardi 2 mai à 19 h chez vous, saisissez l'occasion. Voilà, mais ben, eux, c'est peut-être pas le meilleur moment pour eux et maintenant, j'ai plutôt envie d'être invité le moment où c'est le bon moment, bah, que ce soit la nuit des églises, que ce soit la fête de Saint-Jacques, que ce soit d'un seul coup la fête de l'activité, la fête de l'association Jacquère. Voilà, j'ai plutôt envie d'aller participer dans ces rassemblements-là et maintenant me déplacer plutôt et aller partager mon expérience d'acteur pèlerin.
plutôt que de faire tout en pèlerinage. Voilà, cette année, c'est mon projet pour cette année. Donc, bien sûr, là, vous pouvez directement me contacter pour répondre à la question. Voilà. Voilà. Et Et bien j'ai- évidemment, donc vous avez le site internet qui est dans le chat. Et ouais. n'hésitez pas également à nous écrire accueil@chemin-compostel.com et on fera le lien, bien sûr. Et Voilà, moi, merci. dès qu'on arrive sur le site, on peut s'inviter à s'inscrire à une newsletter parce que moi, voilà, je communique avec mon public. Là, j'ai 2000 personnes qui sont à ma newsletter et j'envoie très souvent un courrier sur mes aventures, je publie beaucoup de comptes sur Internet, sur tous mes spectacles, sur mes recherches. Voilà, je fais aussi de la musique, bref. La newsletter, vous serez au courant de tout. Voilà. Ben, merci beaucoup, merci pour le respect du temps. Et nous allons terminer avec la dernière, mais pas des moindres, Laetitia Marin, qui va du coup nous parler de la saison culturelle de l'agence. Oui. Est-ce que je peux partager le programme de la saison 2024? Alors, est-ce que vous voyez le programme à l'écran? Ok, donc voilà, je vous propose le programme de la saison culturelle 2024 que certains d'entre vous connaissent bien. Donc la saison culturelle, ça fait 7 ans que nous l'organisons à l'agence. Pour rappel, la première saison, c'était en 2018 à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de l'inscription des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France sur la liste du patrimoine mondial. On a souhaité faire un événement en grande pompe en présentant des manifestations organisées sur l'univers des chemins de Compostelle. Pas forcément sur les chemins, mais en tout cas en lien avec l'univers des chemins de Compostelle. Donc l'idée, c'était de faire un programme commun, national, sur l'année. Et puis comme on a trouvé que ça avait bien fonctionné, on a répété cette action depuis 7 ans. Chaque année, nous avons un programme qui est donc diffusé, imprimé en papier. Cette année, on a imprimé quand même 8000 exemplaires et qui est diffusé aussi sur les sites internet, sur les réseaux sociaux et donc que vous avez à l'écran chaque année avec un nouveau visuel. Cette année, nous avons un petit peu changé la mise en page où on a essayé de mettre un petit peu plus de photos pour que ce soit un petit peu plus visuel. Vous avez des temps forts qui font partie de cette saison. Vous les connaissez, les temps forts, puisque vous venez de les écouter, vous présenter leur programmation. Donc, Fenêtre sur le paysage. Nous avons les Messagers du chemin, le spectacle d'Arnaud, qui faisait partie des temps forts. Nous avons souhaité mettre en avant la programmation de Bernard Coquille, qui est là, que je salue, avec son association Camils, qui a programmé pas mal de choses cette année. Donc l'idée, c'était de mettre en avant toutes ces manifestations. Euh, Vraiment, l'idée de la saison culturelle, c'est une communication commune. L'idée, c'est un appel à participation qui va être envoyé là très rapidement cette année. On a été un petit peu... on aimerait faire mieux niveau calendrier. Donc là, cette année, on voudrait envoyer l'appel à participation au mois d'octobre ou novembre. Donc, j'espère que vous avez déjà vos programmations. Si c'est le cas, il faudra nous les envoyer très vite parce que l'idée, c'est d'avoir un seul programme avec toutes les manifestations en lien avec les chemins de Compostelle. Donc, c'est ouvert à tous, associations, communes, et on peut relayer tout ce qui concerne les chemins. Ça peut être des conférences, des randonnées, des spectacles. Il y a un cahier des charges qu'on va vous envoyer également avec l'appel à participation. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour la saisie, là c'est très très important. Je ne sais pas si je peux vous le montrer à l'écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà, pour signaler vos manifestations, il y a un formulaire. Donc dans les newsletters, on vous envoie le lien, signaler une manifestation. Et c'est comme ça que vous pouvez indiquer ce que vous avez comme programmation, avec un descriptif, avec la date, avec l'heure et le visuel. J'insiste vraiment sur l'utilisation de cet outil parce que c'est moi qui saisis ensuite dans les agendas ou pour le programme de saison. Et ça me permet d'avoir vraiment une information carrée, un titre, ça évite les erreurs. Cette année, j'ai saisi des manifestations qui m'arrivaient par mail et il y a eu des erreurs qui ont été imprimées dans le programme. C'est un petit peu regrettable.
Donc, j'insiste vraiment sur l'utilisation de cet outil qui est très pratique et qui n'est pas long à remplir. Après, si vous avez des difficultés parce qu'il vous manque des informations, je suis toujours disponible, hein. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Mais le formulaire est quand même très, très pratique et vraiment, ça évite les erreurs. Je reviens donc sur le programme pour vous le montrer. Il n'est pas terminé, hein, puisque le programme il dure de janvier à décembre. Cette année, on a fait aussi un focus évidemment sur les journées européennes du patrimoine, puisque le thème, c'est les itinéraires. Donc, vous l'avez à l'écran et vous avez toutes les manifestations, toutes celles, les manifestations qui m'ont été rapportées. Parce qu'encore une fois, moi, je reçois des newsletters, je vois passer des informations sur les réseaux sociaux, mais si on ne saisit pas à travers l'outil, moi, je ne peux pas aller récolter toutes les informations. D'abord parce que ce serait trop de travail et ensuite parce qu'il y aurait des erreurs. Donc, encore une fois, c'est bien d'utiliser le petit formulaire Saisir ma manifestation en ligne. Voilà ce que je peux vous dire sur la saison culturelle. L'agence met à disposition de tous les participants à la saison la petite pastille. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, la pastille, là, on ne la voit pas, mais c'est un petit rond avec le logo de saison et l'année. Et cette année, on a utilisé un système de QR code. On envoie des exemplaires papier à chaque participant, carte postale, programme et affiche que vous avez dû recevoir pour ceux qui ont participé. Et on vous fournit évidemment le programme en version numérique pour que vous puissiez le relayer sur vos sites Internet. Sébastien, qui est à côté de moi dans le bureau, me rappelle que pour construire vos programmations, parce que quelquefois vous nous posez la question, vous pouvez aller sur notre site Internet, dans nos ressources, où vous trouverez les coordonnées des conférenciers, le catalogue des expositions, et que ce soit Sébastien ou Aline pour les expos, on se tient à votre disposition pour vous aider à construire les programmations et à louer les expositions. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, on compte vraiment, vraiment sur vous quand on va vous envoyer donc d'ici un gros mois l'appel à contribution pour 2025. Je vous mets à l'aise. Si vous n'avez pas le détail de vos programmations, on a l'habitude, en règle générale, ce que Laetitia fait, c'est on indique le nom de la manifestation si c'est un récurrent et on renvoie vers votre site internet. Donc, ce qui vous permet de vous laisser un petit peu plus de temps. Le tout, c'est que l'information soit bien évidemment disponible sur votre site internet le plus rapidement possible. En règle générale, le programme papier sort vers avril. On va Oui, essayer de tenir ce timing. On était un peu en décalage cette année, mais là, on va essayer de vraiment démarrer au printemps de manière à ce que effectivement on puisse communiquer. Je rappelle que cette saison culturelle fait l'objet d'un envoi à tout notre mailing presse et nous essayons vraiment de valoriser très régulièrement l'ensemble des manifestations qui sont à l'intérieur de cette saison. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas à communiquer. Et si vous avez un doute, voilà, appelez Laetitia, elle est toujours d'excellents conseils. Et pour les ressources, Sébastien et Aline sont bien sûr à votre disposition. Voilà, il est 58. Est-ce qu'il reste quelques questions, remarques, prises de J'ai parole? Oui? bonjour, j'ai une petite question par rapport l'appel à projet, enfin pour les manifestations pour la saison culturelle, ce sera du coup avancé, c'est en octobre. Est-ce que du coup la date pour rendre aussi également nos projets d'animation sera aussi avancée ou ce sera toujours décembre, janvier de l'année prochaine? Alors, j'ai envie de vous dire, décembre, ce Ouais, serait idéal, mais pas au-delà, parce que d'accord. effectivement, cette année, on avait déjà fixé décembre, janvier, et on en recevait encore en mars, ce qui nous a pas aidé. Donc, effectivement, fin de l'année, parce qu'effectivement, qui dit impression dit mise en page. Et donc, bah, vous imaginez bien que sur un programme, quand on a une manifestation qui se rajoute, c'est toute la mise en page qu'il faut reprendre. Bien C'est sûr. pas juste un copier-coller. Donc, on va vraiment vous demander de respecter le 31 décembre. Encore une fois, si vous n'avez pas le détail, vous rédigez un texte générique et le site internet.
Et ça, en règle générale, les gens, ils vont voir après sur le site internet quand ils se décident sur leurs activités culturelles. Ok, merci. Merci à vous. Est-ce que ça vous paraît possible à ceux qui sont présents d'avoir les programmations d'ici la fin de l'année? Alors, ce grand silence est éloquent. Et voilà, je le redis, on compte sur vous parce que la saison culturelle, c'est la vôtre. Voilà, et c'est vous qui la construisez. Donc, c'est important que vous puissiez vraiment contribuer à cet outil qui est le vôtre. Voilà. Oui, l'idée, c'est vraiment de communiquer ensemble là, et pas chacun de son côté. C'est vraiment l'objectif de montrer la richesse des chemins à travers ces manifestations. Bon, je vois que Bernard Coquille dit oui, c'est possible. Voilà, je vois. On va essayer. Merci. On va essayer, merci, voilà, c'est déjà bien. C'est formidable. Eh Donc, bien, on va, écoutez, pardon, non, non, je Basiletis. disais, on va tous essayer ensemble. Nous, on va envoyer les appels à manifestation à temps, les newsletters, on va communiquer sur les réseaux et puis de l'autre côté, on va nous envoyer les programmations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Je n'en vois pas. Je vois. Ah, si, je vois Sébastien. Alors, succinctement, Sébastien. Alors, succinctement, c'est une opération de communication comme Laetitia l'a rappelé. Merci de couper le micro. Alors, par contre, il faut que vous ouvriez le vôtre, Sébastien. Merci. Parce que vous avez coupé le mien. Alors, donc, je disais, c'est une opération de communication, certes, mais c'est aussi le but, c'est quand même de passer les valeurs liées au chemin. Hein, je rappelle les deux reconnaissances internationales, l'itinéraire culturel européen, le patrimoine mondial, et dans le cahier des charges, si je puis dire, de ces reconnaissances, il y a l'idée de passer par l'éducatif, par l'action culturelle, les valeurs, le sens de ce patrimoine qui est protégé au point de vue international. Donc, la saison culturelle, par ses contenus, on parle d'univers des chemins de Compostelle pour être le plus large possible. La saison culturelle y contribue. Voilà, il ne s'agit pas de mettre des concerts de rock ou de jazz ou autre. C'est très bien et c'est tout à fait légitime, mais la saison culturelle, elle est sur le passage du sens et relayée par une opération de communication qui a vocation à fédérer pour donner de la lisibilité nationale. On est encore, le père Mornaz disait tout à l'heure, on est comme la nuit des églises. Il y a plein de off, il y a plein de gens qui font des tas de choses, mais qui ne sont pas dans ce programme national. Et nous, notre volonté, c'est de les mettre en visibilité pour montrer l'étendue, la variété, la richesse des chemins et le sens profond de cet héritage culturel, artistique, spirituel. Voilà. Et deuxième chose, Laetitia a parlé, donc nous avions des ressources, les conférences, les expositions que gère l'association, mais on référence aussi l'offre artistique de spectacles, l'offre de concerts. Il y a énormément d'artistes, de conférenciers ou autres, et c'est moi qui assure cette veille pour la mettre en ligne sur le site afin que vous puissiez vous inspirer, enrichir, programmer. Voilà ce que je voulais rappeler. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, il me reste à remercier donc nos quatre intervenants, voilà, pour leur présence, pour les belles expériences qu'ils ont partagées. Merci infiniment, merci Aurélie, merci Père Mornas, merci Arnaud, merci Laetitia. Et je vous donne rendez-vous le 7 octobre à 9 heures pour la deuxième édition des petits déjeuners qui cette fois-ci sera consacrée au chemin durable. Quelles bonnes pratiques, quels outils. Nous avons la chance d'avoir, alors non pas ATD, mais finalement la Fédération française de randonnée pédestre qui nous présentera les outils qu'elle a pu développer dans le cadre d'une AMI d'Atout France qui viendra également nous présenter sa nouvelle plateforme sur le tourisme durable. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter. C'est toujours le même format, 1 heure quelques intervenants, vos questions et n'hésitez pas si vous avez des expériences de bonnes pratiques à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite Merci une Laure. belle Merci. journée. Merci de votre Merci participation. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.
Merci. Au revoir à Au tous. revoir.